par Font des promotions de l'industrie. Votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. L'info, c'est l'heure. Vous nous suivez depuis Lubumbashi, la capitale cuprifère. Bienvenue à cette session d'information. Voici les titres de l'actualité de ce lundi 30 juin. Jour de souvenir pour la RDC. Le pays célèbre les 65e anniversaire de son accession à l'indépendance. À cette occasion, le président Félix Tshisekedi s'est adressé à la nation. Vous le suivrez dans ce journal. Toujours dans le cadre de cette célébration, Géopolis Hebdo a promené sa caméra dans les rues de Kinshasa, la capitale. Selon les Congolais rencontrés, le 30 juin revêt toujours une symbolique forte. Bienvenue à tous. Jour de souvenir pour la RDC. Le pays célèbre le 65e anniversaire de son accession à l'indépendance. Une célébration qui revêt une portée exceptionnelle selon le président de la République, Félix Tshisekedi. Le chef de l'État a prononcé un discours à l'occasion de cet anniversaire. Il est revenu entre autres sur l'accord récemment signé entre le Rwanda et la RDC. Cet accord censé mettre fin à la tragédie de guerre dans la région de Grand Lac. Je vous propose donc de suivre le président Félix Tshisekedi dans cet extrait. Notre célébration revêt une portée exceptionnelle. Il y a quelques jours, à Washington, sous l'égide des États-Unis d'Amérique, la République démocratique du Congo et le Rwanda ont signé un accord de paix historique, un tournant décisif pour mettre fin à un conflit qui, depuis près de 3 décennies, a semé la désolation dans l'est de notre pays, causant des millions de morts et de déplacés, en particulier dans l'est de notre territoire. Cet accord, signé par les ministres des Affaires étrangères de nos deux pays lors d'une cérémonie solennelle présidée par le secrétaire d'État américain, M. Marco Rubio, reprend les acquis de la résolution 2773 du Conseil de sécurité des Nations Unies et ouvre la voie à une nouvelle ère de stabilité, de coopération et de prospérité pour notre nation, pour la région des Grands Lacs et pour l'Afrique tout entière. Je voudrais exprimer au nom du peuple congolais notre profonde gratitude aux États-Unis d'Amérique pour leur engagement déterminant en faveur de la paix. Nos remerciements les plus sincères vont au président Donald Trump pour son implication personnelle dans ce processus de pacification porteur d'espérance. Son leadership a permis de réunir les partis autour d'une vision commune. J'adresse également mes vifs remerciements à l'État du Qatar pour ses bons offices, et particulièrement au Cheikh Tamim Ben Hamad Al Thani, dont la médiation discrète et efficace a contribué à rapprocher les positions et d'ouvrir un dialogue sincère entre notre pays et le Rwanda. Avec ce discours, nous ouvrons donc une large page indépendance. Les 65 ans d'indépendance riment avec 65 ans d'histoire jalonnée par des guerres civiles et de guerres d'agression. Pourquoi la paix semble toujours hors de portée dans certaines provinces du pays et pourquoi le crépitement des balles semble devenir une routine saisonnière. Tentative de réponse dans ce commentaire de la rédaction. La guerre en République démocratique du Congo est une malheureuse tradition enracinée depuis le lendemain de l'indépendance. Tous les présidents et leaders du pays ont connu leur épisode de guerre, chacune aussi sanglante que les autres. Dès le départ, Kasavubu et Lumumba, les deux premiers dirigeants du Congo indépendant, avaient inauguré l'ère de la recherche de l'unité nationale par les armes. Ils tentaient de mater les velléités sécessionnistes d'un Albert Kalonji ou d'un Moïse Tshombe à coups de canon. Après Lumumba et Kasavubu, ce fut au tour de Mobutu de faire face aux ambitions des Lumumbistes vaincus, dont l'opposition à son régime dictatorial se manifesta par des guerres sporadiques, notamment dans l'est de la RDC avec le mouvement des Simba, dans le Kwilu avec Pierre Moulele. Des gendarmes katangais des Tshombe, appuyés depuis leur base arrière en Angola, alors en guerre civile, menaient régulièrement des incursions dans le Haut-Katanga et au Lualaba.
En témoignent les conflits connus sous le nom de guerre de 80 jours à Kolwezi, Chaba 1 et Chaba 2. Le général, devenu maréchal, parvint néanmoins à reprendre les déçus sur ses adversaires. Que l'ordre doit régner et l'ordre régnera. Je me considère comme un chef vraiment aimé et écouté. Chaque fois qu'on me dit que ça ne va pas là-bas, j'y arrive. Et à l'instant même où j'arrive, il n'y a plus rien. Mais cette paix que beaucoup croyaient acquise n'était en réalité qu'une longue trêve. Mobutu Sese Seko sera finalement renversé, emporté par une guerre partie du Sud Kivu. Son tombeur, le président Laurent Désiré Kabila, dut lui aussi affronter la guerre jusqu'aux portes de Kinshasa. Il disparut alors même que le pays faisait face à un nouveau conflit. La suite ne fut qu'une succession d'agressions. Joseph Kabila puis Félix Tshisekedi ont chacun expérimenté cette dure réalité. Selon certains analystes, cette instabilité chronique découle d'abord d'une dynamique interne, une mosaïque tribale mêlée à des ambitions politiques contradictoires. Mais au-delà de ces facteurs internes, la RDC est aussi victime de sa géographie. Avec ses 9 voisins, le pays entretient des interactions sécuritaires complexes. Chaque fois qu'un voisin est secoué, l'onde de choc se fait sentir en RDC, et ce depuis des décennies. Sous la colonisation belge, les Congolais ont subi de nombreux traumatismes. Lesquels et quelles en sont les conséquences 65 ans après? Irénée Kayembe, auteur du livre L'héritage post-apocalyptique du roi Léopold au Congo, répond à ces questions depuis Londres. Il a été interrogé par Domomat. Depuis l'époque du roi Léopold II, les populations ont connu beaucoup de traumatismes, notamment causés par les massacres pour les campagnes de caoutchouc. Ils ont connu les amputations des membres pour le quota de caoutchouc, les migrations, la famine, le travail forcé. Et ils ont connu génération après génération. Tous ces traumatismes-là connus pendant les périodes coloniales se transmettent évidemment génération après génération, à telle enseigne qu'aujourd'hui, vous voyez dans nos institutions le poids ou l'impact de ce traumatisme-là, l'impact de cette colonisation existe jusqu'à aujourd'hui. Toutes nos institutions ont été héritées de la colonisation. Ce ne sont pas les institutions que nous avons établies nous-mêmes en tant que Congolais. Nous les avons pensées, réfléchies, établies en tant que Congolais. C'est des institutions que nous avons établies, nous avons hérité de la colonisation. Or, vous savez que lorsque le colonisateur est arrivé, il avait l'intention de s'implanter, de rester. Et ainsi, ils ont mis des institutions qui pourraient leur permettre de se pérenniser au Congo. Et c'est par la force ou la brutalité que les Congolais, après avoir pris conscience, ils les ont fait partir. Mais ces institutions-là sont restées et remplacées par les enfants congolais. Mais ces enfants congolais, aujourd'hui, ils se comportent comme ces colonisateurs-là se comportaient. Voilà pourquoi aujourd'hui, la redistribution des richesses du pays sont déséquilibrées. Vous trouvez des gens qui bouffent largement le budget de l'État, alors que d'autres populations souffrent. Voilà, c'était donc Irénée Kayembe, auteur du livre Le traumatisme post-apocalyptique du roi Léopold II au Congo. Pour approfondir cette question, principalement sur le volet économique, nous recevons José Junior Owawa. Bonsoir José. Bonsoir Patrick, bonsoir aux téléspectateurs de Géopolis. Voilà, José Junior Owawa, journaliste ici à Géopolis Forum. C'est vrai que nous venons de suivre Irénée Kayembe qui parle de de traumatismes subis par les Congolais. Ces traumatismes avaient pour toile de fond l'exploitation du caoutchouc. Donc on est forcément dans l'économie. Vous pensez que 65 ans après, le Congolais est-il guéri de ce traumatisme sur le point, on va dire, sur l'angle économique, disons? Bon, merci pour la parole. J'espère que je comprends votre question, mais plutôt la situation économique de notre pays
laisse à dire justement les contraires de ce qu'on pouvait penser de l'économie. Parce qu'on a dit l'autre fois que la RDC n'a reçu que l'indépendance politique et que l'indépendance économique devait être acquise. Et contrairement à ce que les autres disent qu'il fallait aller en Belgique pour l'obtenir, mais l'indépendance économique devait s'obtenir ici localement par des investissements publics, des investissements privés, bref, par une production locale soutenue qui devrait créer suffisamment de richesses et renflouer les caisses de l'État et finalement pour donner à l'État le moyen justement de la reconstruction du pays et son développement. Malheureusement, un pays qui était à l'époque l'un des plus développés de l'Afrique noire, aujourd'hui se retrouve parmi les pays les plus pauvres du monde, malgré nos richesses immenses dont on parle toujours, scandale géologique. Aujourd'hui, vous allez dans les secteurs miniers, par exemple, vous allez trouver que la RDC, qui a presque tous les minéraux du monde entier sous son sol, peine justement à décoller. Pourquoi? Parce que l'industrie minière aujourd'hui est largement contrôlée par les expatriés qui ne payent que les taxes et les redevances de l'État et rapatrient l'essentiel de leur production dans leur pays d'origine ou ailleurs pour justement dans les zones de consommation. On ne peut pas dire que le Congo doit tout avoir chez lui-même. Nous ne pouvons pas vivre en autarcie en plein XXe siècle, alors que nous avions des alternatives notamment en créant des conditions de transformation de nos minéraux, par exemple, localement ici, et ça donnerait de la valeur ajoutée, et que ceux qui partaient justement à l'étranger, c'était pour des consommateurs finaux. Malheureusement, ce n'est pas la réalité que nous vivons dans ce pays. Puis il y a peu d'entreprises le font. Le chef de l'État l'a dit, il revient dans tout ce discours qui devait y avoir cette politique-là de transformation de nos richesses sur place ici. Mais malheureusement, il se pose encore problème. La plupart de nos minéraux sont exportés, des minéraux, on s'appelle les produits miniers marchands, sont exportés en l'état brut. Et l'état brut avec de la valeur ajoutée qui aurait pu être trouvée ici, et même si il y a quand même un certain nombre d'initiatives. Il y a tout récemment, j'étais à Kolwezi où on a visité un laboratoire, par exemple, du CEC, qui permet aujourd'hui, avec la transformation, avec les équipements de pointe, de prendre les minéraux que nous avons ici. Et il y a des minéraux qui sont transportés, exportés à l'état brut, qui partent malheureusement avec des produits accompagnateurs qu'on appelle les produits accompagnateurs aux côtés des métaux rares, qui sont la plupart des métaux rares, des lithium, de tout ce qu'on a comme métaux rares, qui sont des produits accompagnateurs qui ne sont pas valorisés. Aujourd'hui, avec la transformation locale, les pays peuvent aussi capitaliser dans ce secteur-là. Alors, vous parlez de la transformation locale. Aujourd'hui, on dit que l'économie du Congo est extravertie. On sait que dans les années avant indépendance, le point de chute ou bien d'aboutissement des produits qui venaient de l'Union minière du Haut-Katanga devenue Gécomine puis Gécamine aboutissait souvent à Anvers en Belgique. Est-ce que vous pensez que ce fait historique-là explique pourquoi l'économie aujourd'hui est beaucoup plus tournée vers l'extérieur? Non, si les passés nous permettent de comprendre notre présent et puis envisager l'avenir, mais nous ne pouvons pas vivre dans le passé. Ça fait 65 ans que ce pays est indépendant et 65 ans après, même si nous avons hérité de la colonisation, les structures étatiques que nous avons, l'organisation du pays, de la colonisation, mais nous devons penser notre développement de notre façon. Nous devons penser notre développement de notre façon parce que ce que les Belges ont fait, c'était à l'époque, vous avez dit tout à l'heure, je crois, dans un reportage tout à l'heure, qu'on tente de suivre, quand vous avez rappelé l'historique de l'exploitation, on était d'abord par les caoutchoucs, c'était d'abord ça la richesse du pays, et puis c'était le coton, et c'est venu les cuivres, c'était venu de l'or. Aujourd'hui, personne ne parle encore de caoutchouc, de coton, parce que c'est déjà dépassé. Il y a des produits les alternatives qui ont été trouvées et que nous devons nous adapter. Et le Congo a la chance qu'à chaque période de son histoire, il y a toujours un minerai qui arrive. Aujourd'hui, on parle du cobalt, comme les minéraux du moment. Nous sommes les réservoirs mondiaux dans les lois là-bas, et que ces minéraux, si jamais nous avons transformé ça localement, je l'ai dit tout à l'heure, on aurait pu créer de la valeur ajoutée. Et dire que c'est parce que c'est le passé là, je ne partage pas cette analyse-là généralement véhiculée par les gens. Nous devons penser notre développement par nous-mêmes. Et comme Lumumba l'a dit, que l'histoire du Congo doit s'écrire par les Congolais eux-mêmes.
Aujourd'hui, nous ne pouvons pas être comme comment nous vivons en train de nous référencer aux autres. Ça nous sert d'exemple, mais nous devons adapter même la Constitution, tout ce que nous faisons à nos propres réalités. C'est de cette façon-là que nous pouvons justement mériter cette indépendance dont on a parlé depuis 60. Le Congo doit donc se tourner vers l'avenir. Merci José Junior Owawa, merci d'avoir répondu à notre invitation. On va donc poursuivre avec ce journal. 65 ans d'indépendance, c'est aussi 65 ans d'hégémonie de la musique congolaise, dont l'épopée a commencé depuis le tube des années indépendance, ce qu'on appelle l'indépendance tcha-tcha. Depuis, la musique congolaise rythme la vie nationale, traduisant les joies, les luttes et les aspirations d'un peuple en quête de liberté et de reconnaissance. Elle n'a cessé d'accompagner les grands tournants de l'histoire du pays. Retour sur l'histoire d'une épopée avec Rachel Misenga. Depuis 1960, l'histoire de la République démocratique du Congo rime avec musique. Au moment même où le pays accède à l'indépendance, une chanson devient l'hymne d'une génération en liesse, l'indépendance tcha-tcha. Signé Grand Calais et son Africa Jazz, véritable symbole de l'émancipation, ces titres incarnent les débuts d'une longue histoire d'amour entre le peuple congolais et la rumba. La musique congolaise s'est introduite par vagues successives portées par plusieurs générations d'artistes. La première génération en est 1930-1950 avec les pionniers comme Grand Calais et Franco Luambo a jeté ses bases de la rumba moderne. La deuxième génération, entre 1950 et 1960, a vu émerger de formations mythiques comme Africa Jazz qui ont popularisé cette musique dans toute l'Afrique. Puis la troisième génération, de 1960 en 1970, a affiné les styles, l'ancrant encore plus dans la culture congolaise. Avec la quatrième génération, des années 1970 en 1990, c'est l'âge d'or du soukous et l'exportation massive de la musique congolaise vers l'Europe et les restes du continent. Des figures comme Taboulei Rochero, Papa Wemba ou Kofi Olomide ont marqué cette époque avant que les Ndombolone viennent secouer le piste de danse dans les années 90. Mais au début des années 2000, les coupés décalés venus de Côte d'Ivoire prennent les relais dans le club africain avec les sonorités urbaines internationales bousculent la scène congolaise. Pourtant, la relève congolaise est bien là. Fally Ipupa, Ferregola ou Inosbi perpétuent l'héritage tout en les modernisant. Je vais chanter pour te soigner. Concrétisation ultime. En 2021, la rumba congolaise est inscrite au patrimoine immatériel de l'humanité par l'UNESCO, reconnaissant son rôle majeur dans l'histoire culturelle mondiale. Au Congo, musique et élégance sont indissociables. La sape, véritable art de vivre, en est les reflets, immortalisés dans les chansons comme Sapé comme jamais des Gims, une preuve de plus que la musique congolaise, entre tradition et modernité, reste un puissant vecteur d'identité. Sapé comme jamais, sapé comme jamais, sapé comme jamais. De la musique au sport, il n'y a qu'un pas. 65 ans après l'indépendance, le secteur sportif congolais commence à se faire un nom sur l'échiquier mondial avec des prouesses réalisées. Quels sont donc les plus grands événements qui ont marqué le sport congolais 65 ans après l'indépendance? Tentative de réponse dans cet élément qui est signé Blaise Kouzola. 30 juin 1960, 30 juin 2025, 65 ans depuis que la République démocratique du Congo a accédé à l'indépendance. 65 ans après, jour pour jour, le secteur sportif congolais commence à retrouver de l'espoir et de la lueur.
En 65 ans, la République démocratique du Congo a raflé plusieurs trophées et plusieurs événements marquants dans les certains sportifs ont été enregistrés. D'abord dans le football, la RDC a gagné 2 CAN en 1966 et 1974, le fameux trophée Moseka. La République démocratique du Congo a également remporté 2 championnats d'Afrique de nations en 2009 en Côte d'Ivoire et en 2016 au Rwanda. Il y a eu 6 Ligues de champions de la CAF remportées par le tout-puissant Mazembe, dont le dernier en date et en 2015 avec la génération Joël Kimwaki. 4 coupes de la Confédération, tous raflés par le tout-puissant Mazembe. 3 super coupes de la CAF aussi raflés par le TP Mazembe. Un Afro-CAN de basketball raflé par les Léopards de la République démocratique du Congo en 2019. Une Ligue de champions féminine remportée par le football club féminin TP Mazembe en 2024. Cette compétition s'est jouée au Maroc. 2 tournois de l'UNIFAC féminine remportés, un tournoi de l'UNIFAC junior remporté qui a permis aux hommes de Guy Boukassa de pouvoir jouer la Coupe d'Afrique des Nations de la spécialité 11 ans après leur dernière participation. Il y a eu également plusieurs médailles de boxe, notamment dans le championnat du monde de boxe qui s'est joué ici à Kinshasa. Une ceinture du monde de la boxe a été également raflée au cours de ses 65 ans par Ilunga Makabu. Plusieurs médailles dans les secteurs de karaté, mais aussi dans le secteur du judo. 2 médailles de bronze pour les Léopards judo. Une qualification historique au mondial en 1974 avec les Léopards, qui resteront le premier pays subsaharien à participer à une Coupe du Monde de la FIFA. 22 participations à la CAN, dont la dernière en date était en Côte d'Ivoire en 2024 où la RDC a terminé 4e. La République démocratique du Congo a eu également organisé pour la première fois de son histoire la CAN de handball féminine en décembre 2024. En novembre et décembre 2024, l'organisation également de Jeux de la francophonie en 2021 dans le gymnase jumelé du Stade de Martyrs. L'organisation de la CAN de boxe, mais également dans le côté infrastructure, il y a eu notamment la construction de gymnase du Stade de Martyrs, mais aussi au Stade Tata Raphaël, Kinshasa Arena qui est en cours de construction. La RDC compte également un arbitre international à la personne de Jean-Jacques Ndala, mais également la RDC a disputé une finale de la Coupe du Monde de club avec le TP Mazembe en 2010. Plusieurs stades ont été également réhabilités, le cas du Stade de Martyrs qui est en cours, Kibassa Maliba, mais aussi Tata Raphaël. Toujours dans le secteur de construction des infrastructures sportives, un nouveau stade est en cours de construction dans la commune de Ndjili. Bref, l'histoire sportive de la RDC a montré ses prouesses et il reste encore plusieurs choses à faire pour porter encore très haut l'étendard de la République. Et pour boucler totalement ce dossier, nous allons faire un détour dans les rues de Kinshasa où la célébration du 65e anniversaire de l'indépendance a été marquée par des marches de santé et autres. Rencontrées dans les rues de la capitale, quelques associations dont le CIRAP, syndicat des membres du ministère social, estiment que quoi que les années passent, la date du 30 juin reste hautement symbolique pour la RDC. Patience Lokeke. À Kinshasa, la célébration du 30 juin s'est déroulée dans une atmosphère plutôt calme, marquée notamment par des marches de santé organisées par plusieurs associations et entreprises. Parmi elles, le syndicat provincial CIRAP, relevant du ministère des Affaires sociales, s'est illustré par une présence active le long du boulevard du 30 juin. Pour ces marcheurs, cette date reste hautement symbolique. Toujours célébrer le 65e anniversaire de Bisso en tant que Congolaise. Et tout ça est singo parce que les lots sont comme indépendants. Du bosso tout ça na esclavagisme, je peux dire, tout ça qui sous pression, oppresseur, bazala qui colonisé. Et les lots sont comme biso moko indépendant. L'indépendance sont comme na accès à ça makamusu sous biso moko. Biso tout ça ni bongo ba mama ya CIRAP provincial. Dès le tout tambola, le ko eta fête na biso ya indépendance. Ça 5e anniversaire na biso et on doit marcher et en plus écoutez-nous lisusu na esengo oh maman Thérèse Kaikwamba a quelque signé à travers hier moi si
donc maman azolamusa biso azopesa biso sous force yake biso bamama tozonga nsima te lelo contrat esiname kuna accord esiname à travers mama Thérèse donc toza na esengo wana ekutani mpe na lelo donc tozomarche mpo na esengo ya indépendance ya mboka na biso. Cependant, certains ont relevé un essoufflement dans la mobilisation populaire autour de cette journée. Au niveau national, c'est vraiment timide. En tout cas, ceux qui t'ont bimi, c'est parce qu'on n'a pas voulu tout l'exemple à Pambaboué. Date où ils ont marqué Bissouba Congolais, il faut tout ça là quelque chose. Et bon, attendez, c'est ma journée locale à Boé. Ma manifestation, ma place, c'est ma va célébrer fête ya mboka na biso mais tomoni yango te en tout cas vraiment bakonzi ya mboka bazongisa makambo ezalaka kala papa na biso biso pe lelo twana revivre yango bana na biso pe bana revivre yango. Pour rappel, le 30 juin marque l'anniversaire de l'indépendance de la République démocratique du Congo proclamée en 1960. Cette année, le pays célèbre ses 65 ans d'existence en tant que nation souveraine. Autre chose à présent, la première ministre Judith Suminwa a été l'invitée de marque de l'exposition universelle Osaka 2025 à la tête d'une importante délégation composée de plusieurs membres de son équipe. La chef du gouvernement congolais a effectué le déplacement au Japon, marquant ainsi la présence remarquée de la RDC à cet événement d'envergure mondiale. Dans mon mat. En visite à l'Expo universelle Osaka 2025, la première ministre Judith Suminwa a débuté son parcours par le pavillon de la République démocratique du Congo où elle a découvert une exposition valorisant les richesses naturelles et culturelles du pays. Elle a souligné le rôle crucial de la RDC dans la lutte contre le changement climatique grâce notamment à ses vastes tourbières tropicales. On est le seul pays au monde à avoir les tourbières et donc on est la deuxième forêt en Afrique après l'Amazonie, mais en termes de tourbières, on est les premiers. De la même manière, en termes de ressources hydriques, on est pratiquement à 60%, je pense, si je ne me trompe pas, des ressources de l'Afrique. Et un peu moins, mais quand même un pourcentage important pour le monde. Et donc, dans ce cadre-là, nous restons le pays solution. Le pavillon congolais attire de nombreux visiteurs, séduits par les œuvres des sculpteurs, plasticiens, couturiers et musiciens. Judith Suminwa a exprimé sa fierté devant cette vitrine du talent congolais, évoquant notamment les vêtements de Papa Wemba et les tapis Kuba, symbole d'un riche patrimoine culturel. Nous avons quelques vestiges de notre icône Papa Wemba à travers quelques vêtements qu'il a eu à porter en tant que roi de la SAP, mais aussi certaines photos. Et nous avons aussi des instruments de musique, des tapis Kuba, tout ce qui représente en fait la République démocratique du Congo et qui nous rend fiers d'être congolais. Elle a également salué l'œuvre du sculpteur Liolo, dont le film projeté sur place retrace le parcours, rappelant qu'il reste le seul artiste africain à avoir rencontré l'empereur du Japon. On a un film avec le sculpteur Liolo, qui est le seul artiste africain qui a eu à rencontrer l'empereur japonais. Et donc, on a même au niveau du musée impérial une œuvre de Liolo. La visite s'est poursuivie par une prestation musicale mêlant sons traditionnels et modernes, notamment celle de Papa Wemba, avant que la première ministre ne se rende à d'autres pavillons internationaux. À travers cette exposition, la RDC affirme son soft power sur la scène mondiale, renforçant son image en tant que nation des solutions et des cultures. Du Japon, rentrons en RDC pour vous faire savoir que le commissaire provincial de la police du Haut-Katanga, le commissaire divisionnaire Blaise Kilimbalimba, a lancé un appel ce lundi 30 juin 2025 lors d'une parade à l'attention des habitants de Lubumbashi en particulier et de toute la province en général. Il les invite à se munir des sifflets et de tout autre instrument pouvant servir d'outil d'alerte face à l'insécurité afin de permettre une intervention rapide et efficace de la police. Encore une fois dans mon mat.
C'est lundi 30 juin. Lors d'une causerie morale tenue à Lubumbashi dans le Haut-Katanga, 16 présumés bandits ont été présentés à la population par les forces de l'ordre. Parmi eux, 2 portaient des uniformes de la police nationale congolaise et de l'armée. Certains des suspects sont poursuivis pour vol à main armée, extorsion et vol qualifié. L'un d'eux, un récidiviste, est déjà connu pour vol de véhicules. À cette occasion, un véhicule récemment volé a également été exposé comme pièce à conviction. Le commissaire divisionnaire Blaise Kilimbalimba, chef de la police provinciale du Haut-Katanga, a réaffirmé la détermination de ses services à éradiquer toute forme de criminalité dans sa juridiction. Et nous connaissons à quelle heure ça commence. Nous connaissons les itinéraires de cette menace-là. Il n'y a pas de raison pour ne pas taire la menace. Oui. On doit donner la paix et la quiétude. On doit réduire les menaces, les risques. On doit faire sentir la paix. On doit faire sentir la sécurité. Il ne faut pas envoyer un policier dire ah, Basala Kailo côté. Basala Kailo côté. Mais pourquoi nous sommes là? Pour renforcer la sécurité des proximités, le commissaire Kilimbalimba a exhorté les habitants à jouer un rôle actif dans la prévention de l'insécurité. Il leur a recommandé de se munir de sifflets ou de tout autre dispositif sonore pouvant servir d'alerte en cas de danger afin de permettre une intervention rapide des forces de l'ordre. Il faut pousser la population à démarquer et c'est à nous d'instruire la population, de donner l'attitude, de faire appel à nos alertes. En plus que la ligne à air normale, pas en siffleter chaque ménage. Ici, que la sécurité est allée, objectif est allé kaka, marquer le salema, police et yok. Une manière simple mais efficace de faire du citoyen le premier acteur de sa propre sécurité. Place à présent à l'actualité en dehors des frontières congolaises. Nous partons donc en Afrique de l'Ouest, au Burkina Faso plus précisément, où les sociétés publiques burkinabées ont réalisé un chiffre d'affaires record de 3 090 milliards de francs CFA, en hausse de 61%, et 90% d'entre ces entreprises ont généré des bénéfices en 2024. Suivez. Burkina Faso, les sociétés publiques ont généré en 2024 un chiffre d'affaires total de 3 090 milliards en hausse de 61,72% par rapport aux 1 910 milliards de francs CFA obtenus en 2023, selon les données présentées lors de la 33e session de l'Assemblée générale des sociétés d'État tenue le jeudi 26 juin 2025 à Ouagadougou. Ainsi, ces entreprises ont reversé à l'État 595 milliards de francs CFA en 2024 sous forme d'impôts et des dividendes, soit légèrement plus que l'année précédente. De ces faits, leur contribution au budget national représente 19,72% des recettes budgétaires de l'État au 31 décembre 2024 contre 21,86% en 2023. Dans les détails, sur le 21 sociétés passées en revue, 19 terminent l'exercice bénéficiaire affichant un résultat net global de 120,377 milliards de francs CFA en hausse de 24,07% par rapport aux 97,025 milliards de francs CFA dégagés en 2023. Ces entreprises publiques ont par ailleurs versé plus de 2,480 milliards de francs CFA au fonds de soutien patriotique destiné à financer la sécurisation du territoire et les actions humanitaires face à la crise sécuritaire persistante. Les 3 établissements publics de prévoyance sociale affichent également de performances solides avec un total produit consolidé de 396,060 milliards de francs CFA en progression de 12,16% sur un an. Leur excédent de gestion cumulé grimpe de
183,604 milliards de francs CFA en 2023 à 212,593 milliards de francs CFA en 2024, tandis que leur contribution au budget de l'État atteint 2,509 milliards de francs CFA contre 2,264 milliards de francs CFA par an plus tôt. La BOAD a approuvé un financement de 30 milliards de francs CFA pour permettre à la Sénélec officielle de rembourser partiellement sa dette envers les producteurs indépendants d'électricité en réponse à la crise énergétique que traverse le Sénégal face à des coupures récurrentes d'électricité et à une dette qui dépasse 400 milliards de francs CFA. Cette aide vise à garantir la continuité de l'approvisionnement en énergie dans un contexte de hausse de coûts de prix de combustible et de tarifs maintenus stables. Rachel Misenga. La Banque ouest-africaine de développement a approuvé un financement de 30 milliards de francs CFA en faveur de la Société nationale d'électricité du Sénégal, destinée à apurer une partie de sa dette envers le producteur indépendant d'électricité. Cet appui, prise lors de la 146e session du conseil d'administration de la BOAD, vise à permettre à la compagnie sénégalaise d'apurer une partie de sa dette envers le producteur indépendant d'électricité et par ricochet à sécuriser la continuité de l'approvisionnement en énergie électrique dans les pays. Depuis plusieurs mois, le Sénégal traverse en effet une crise marquée par des coupures d'électricité à répétition, notamment à Dakar et dans d'autres villes. Ces délestages ont suscité la grogne de la population et mis en lumière la fragilité du secteur énergétique. Entièrement détenu par l'État, subit de plein fouet la hausse de prix de combustible sur le marché international, ce qui alourdit considérablement ses charges d'exploitation, d'autant que le gouvernement a choisi de maintenir les tarifs de l'électricité stables pour ménager le pouvoir d'achat de ménages. La dette cumulée envers le producteur indépendant qui fournissent une part importante d'électricité du pays dépasserait aujourd'hui 400 milliards de francs CFA selon les FMI. Ces retards des paiements menacent la production, certains fournisseurs ayant déjà ralenti leurs activités, accentuant ainsi les risques de délestage prolongé et d'instabilité du réseau électrique. Cette opération confirme ainsi les rôles stratégiques de la BOAD dans l'accompagnement des États membres de l'UEMOA dans la gestion de crises susceptibles de freiner leur développement. Et c'est la fin de cette édition, mais avant de la boucler complètement, je vous en rappelle ces deux principaux titres. Jour de souvenir pour la RDC, le pays célèbre les 65 ans de son accession à l'indépendance. À cette occasion, le président Félix Tshisekedi s'est adressé à la nation, vous l'avez suivi dans ce journal. Et puis, toujours dans le cadre de cette célébration, Géopolis Télévision a promené sa caméra dans les rues de Kinshasa. Selon les Congolais rencontrés, les 30 juin rêvaient encore et toujours une symbolique forte. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi et bonne suite de programme sur nos antennes. Salutations spéciales à nos téléspectateurs de Massina dans le quartier Mapela. Restez branchés. Vous a été présenté par Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets.